Alors, nous sommes de retour sur la Web TV de la Convention nationale des avocats. Je reçois Nicole Maestracci, membre du Conseil constitutionnel, ancienne première présidente de la Cour d'appel de Rouen. Nous allons parler ensemble de la QPC. Alors, ma première question serait, est-ce que vous pensez que... je crois que vous avez des chiffres sur les avocats qui utilisent la QPC. Quel profil ont-ils ? Oui, c'est pas les avocats qui utilisent la QPC, c'est les avocats que nous voyons devant le Conseil constitutionnel, parce qu'il faut savoir qu'il y a une partie des QPC qui sont filtrés par soit le Conseil d'État, soit la Cour de cassation, qui ne nous renvoie qu'à peu près 1/5 des questions prioritaires de constitutionnalité qu'ils reçoivent. Et donc, parmi les avocats qui viennent devant le Conseil constitutionnel, 60% environ sont des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. C'est-à-dire c'est un chiffre en hausse d'ailleurs depuis l'entrée en vigueur de la QPC. Et parmi les autres avocats, c'est-à-dire ceux qui sont des avocats à la Cour, 60% sont des avocats parisiens. Donc ça montre que, et c'est un peu peut-être logique, c'est que les avocats qui se sont emparés les premiers de la QPC sont des avocats parisiens, ce qui peut s'expliquer aussi par le fait que ça a été souvent, au moins au départ, des contentieux assez spécialisés, assez techniques. Je pense par exemple au contentieux fiscal, etc. Et avec des avocats qui se sont rapidement rendus compétents en matière constitutionnelle. Voilà. Alors après, il y a une très grande disparité géographique, mais ça démontre aussi, et lors de la table ronde à laquelle j'ai participé, on a vu certains avocats qui avaient posé des QPC et qui ont essayé de convaincre leurs confrères que ça avait eu un intérêt non seulement pour l'intérêt général, c'est-à-dire pour purger la loi de ses dispositions inconstitutionnelles, mais aussi ça avait eu un intérêt dans le cadre de la stratégie de défense dans le dossier particulier. D'accord. Mais ça ne marche pas à chaque fois. Ça ne marche pas à chaque fois, il faut le dire aussi. C'est une des questions. C'est important de le dire. Bon, on a 4 ans de recul, c'est peu de recul, mais dans un peu moins de 50% des cas, le Conseil constitutionnel a censuré la disposition législative, soit totalement, soit partiellement. Donc dans près de la moitié des cas, eh bien, ça a un intérêt. Et ça a été intéressant et porteur pour l'avocat qui a posé la question prioritaire de constitutionnalité. C'est quand même une proportion importante. Après, un des problèmes que les avocats ont soulevé, c'est que il faut se souvenir que la révision constitutionnelle a prévu que le Conseil pouvait aménager les effets de sa censure dans le temps. Et que dans le cadre de cette possibilité, il lui arrive de différer l'effet de la censure ou de la censure partielle. Comme pour la garde à vue. Voilà, comme pour la garde à vue par exemple. Et de ce fait, ça ne bénéficie pas à la personne qui a posé la question. Et c'est difficile à comprendre, peut-être pas pour l'avocat, mais en tous les cas pour le client de l'avocat qui se dit « mais alors attendez, vous me dites que vous avez gagné, mais pour moi rien n'a changé ». Et ça, c'est une question compliquée, effectivement, pour la garde à vue. Le Conseil constitutionnel avait censuré et il avait reporté la censure un peu moins d'un an après pour permettre aux législateurs de modifier la loi. Après, ça a été assez compliqué puisque la Cour de cassation a elle-même été appelée à examiner ces dispositions et à censurer avec effet immédiat à cause de sa non-conformité avec la Convention européenne des droits de l'homme. Et donc, il en est résulté une certaine confusion parce que c'est difficile à comprendre pour les non-juristes d'avoir deux juridictions suprêmes qui prennent la même décision, mais avec des conséquences différentes. Donc une des questions que pose la QPC, c'est l'articulation
avec les juridictions européennes et en particulier avec la Cour européenne des droits de l'homme, avec le paradoxe qui consiste à observer que la Cour de cassation et le Conseil d'État sont des juges de la conventionnalité. Ils peuvent toujours écarter une disposition parce qu'elle n'est pas conforme à la Convention européenne des droits de l'homme, mais ils ne peuvent pas, en principe, écarter une disposition inconstitutionnelle. Cela dit, en renvoyant des QPC ou non au Conseil constitutionnel, c'est-à-dire en disant cette question est sérieuse ou cette question ne l'est pas, ils font tout de même un contrôle de constitutionnalité. Et je crois que vous avez un message aussi à donner aux avocats, parce qu'il peut y avoir des freins encore pour se lancer dans une QPC, et notamment sur des lois qui sont passées au contrôle a priori oui, c'est ça. du Conseil constitutionnel. Ce n'est pas forcément quelque chose qui va empêcher. J'ai constaté lors de la table ronde qu'il n'était pas évident pour beaucoup d'avocats. Lorsque une loi a été examinée à la suite de la saisine par 60 sénateurs ou députés de l'opposition, en fait, aujourd'hui, et surtout depuis que la QPC intervient, le Conseil n'examine que les dispositions sur lesquelles il est saisi. C'est-à-dire les parlementaires nous disent tel ou tel article de cette loi nous paraît non conforme à la Constitution, on vous le demande de les censurer, on n'examine que ces articles-là. Et donc, il n'y a que ces articles-là qui ont été déclarés éventuellement conformes à la Constitution. Pour tous les autres articles de cette loi, et c'est d'autant plus important qu'on est souvent saisi de lois très longues, là, par exemple la loi logement, la loi consommation, c'est des lois qui faisaient 140 pages. Eh bien, toutes les autres dispositions, celles qui n'ont pas été déclarées conformes dans le dispositif de notre décision, sont des dispositions qui peuvent faire l'objet par la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité. D'accord. Autre question concernant la prolifération des QPC, parce que ça a quand même malgré tout beaucoup de succès et ça a représenté une nouvelle charge pour le Conseil constitutionnel en termes de travail et de jugement. Qu'est-ce que ça a changé au Conseil constitutionnel? Ça a été une révolution? Ça a changé. D'abord, c'est une prolifération limitée, puisque en fait, le fait qu'il y ait un filtre de la Cour de cassation et du Conseil d'État fait que on examine à peu près 70 QPC par an. Évidemment, s'il n'y avait pas ce filtre, on en examinerait beaucoup plus. Oui. Mais déjà, ça a considérablement changé parce que précédemment, on examinait environ 15 lois ordinaires et 6 lois organiques par an. Donc, effectivement, il y avait des moments où on était très pris, au moment de la loi de finances ou au moment aux fins de session parlementaire, mais c'était pas un travail régulier toute l'année comme ça l'est maintenant pour la question prioritaire de constitutionnalité. En plus, on avait le travail qu'on fait pour examiner a priori les lois est très différent parce qu'il n'y a pas de procédure contradictoire, il n'y a pas d'avocat, on ne rencontre que le gouvernement par le biais du secrétariat général du gouvernement. On peut procéder à des additions mais elles ne sont pas publiques et on rend la décision dans un mois, c'est un temps très très restreint. La QPC c'est autre chose, c'est un vrai travail juridictionnel. On reçoit les QPC, on doit prendre la décision dans un délai de 3 mois. Entre-temps, on a une audience et des échanges d'écriture. C'est une procédure qui respecte tous les principes du procès contradictoire. Donc on peut entendre des sachants éventuellement, il peut y avoir des intervenants, c'est-à-dire, et ça c'est important pour les avocats, des avocats qui interviennent soit parce qu'ils ont posé une QPC qui est à peu près la même que celle qu'a posé leur confrère et dans ce cas-là ils se joignent à la procédure qui est déjà en cours, soit parce qu'ils représentent
représente une association, une fédération, etc., qui a un intérêt spécial à faire valoir dans le cadre de cette QPC. Dans ce cas-là, il intervient au procès, il peut conclure, il peut même soulever de nouveaux griefs à condition qu'ils soient examinés contradictoirement. Donc là, on a un vrai procès et on a donc un travail assez régulier avec une audience par semaine. Et donc, le Conseil constitutionnel devient une véritable juridiction, devient une véritable cour constitutionnelle, même s'il n'en a pas encore le nom. Démocratique qui est à l'écoute. Et sous le regard du justiciable, sous le regard du citoyen, puisque tout est public et on peut même regarder les audiences sur le web, alors que ce n'est pas possible dans une audience d'un tribunal civil ou administratif. Donc c'est un modèle à suivre. Je ne sais pas si c'est un modèle à suivre, mais enfin en tous les cas, c'était fait pour le citoyen. Il faut que de plus en plus ce soit suffisamment compréhensible et transparent pour le citoyen. Et ça se fera notamment grâce aux avocats. Voilà, ça se fera grâce aux avocats, absolument. C'est pour ça que ça me semble important qu'il y ait un peu plus d'avocats de toutes les régions qui s'emparent, je dirais, qui s'emparent dans leur stratégie, qui pensent à la question prioritaire de constitutionnalité, dans leur stratégie de défense, et dans leur stratégie de défense immédiate pour le dossier sur lequel ils travaillent, mais aussi dans leur stratégie de défense pour l'avenir. Merci beaucoup Nicole Maestracci et très bonne convention nationale. Merci.